Voici vos nouvelles TVCL avec Vincent Orellana-Pépin. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Pépin et bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 31 octobre au 6 novembre. Cette semaine, nous vous présentons des entrevues avec Mme Karine Lachance, enseignante à l'école primaire de Mont-Tremblant, et avec Mme Mylène Gagnon, directrice de l'organisme Table Forêt Laurentide. Mais nous commençons cette semaine avec la ville de Sainte-Adèle qui a dévoilé le nom des 6 athlètes récipiendaires d'une bourse dans le cadre du programme de soutien à l'excellence sportive. Mis sur pied en 2020, ce programme vise à reconnaître le dévouement, la discipline et l'effort des jeunes athlètes adélois dans la poursuite et l'atteinte de leurs objectifs en lien avec une démarche d'excellence au niveau scolaire et sportif. Le comité de sélection a ainsi décerné une bourse de 500 $ à Justin Chartrand pour le niveau de compétition internationale, des bourses de 300 $ à Frédéric Bray et Béatrice Charbonneau-Morin pour le niveau de compétition nationale et des bourses de 150 $ à Éliane Blais, Rosalie Charbonneau-Morin et Béatrice Deschambault pour le niveau de compétition provinciale. Âgés de moins de 25 ans et résidents de Sainte-Adèle, ces jeunes se sont démarqués par la qualité du dossier présenté, leur cheminement sportif, les performances enregistrées durant l'année en cours, ainsi que le niveau de discipline et de détermination lié à l'atteinte de leur objectif. La mairesse de Sainte-Adèle, Mme Michèle Lalonde, mentionne qu'en remettant ces bourses, la ville souhaite souligner la ténacité, la rigueur et l'assiduité au travail des jeunes athlètes adélois qui, par leur cheminement et leurs accomplissements, deviennent des modèles de réussite et de persévérance pour l'ensemble des jeunes. Elle ajoute que la pratique d'un sport de compétition requiert un investissement personnel et un engagement sans limite, mais qu'il ne faut pas oublier que l'entraînement des athlètes engendre des coûts importants, surtout lorsqu'ils tentent de percer à des niveaux supérieurs, et que la Ville est ravie de les encourager et de contribuer à la réalisation de leurs rêves sportifs. Le programme de soutien à l'excellence sportive sera reconduit en 2023 et les jeunes athlètes de la relève sportive adéloise seront invités à présenter leur dossier de candidature au printemps 2023. Les formulaires seront disponibles sur le site web de la Ville à compter de mars 2023 et la date limite pour le dépôt sera le 5 septembre de la même année. La Ville de Saint-Sauveur souhaite informer les propriétaires et occupants d'immeubles que la firme d'évaluateurs Evinbec a repris les visites intérieures et extérieures des propriétés sur son territoire. Ces visites ont repris dans le cadre du mandat de maintien de l'inventaire qui lui a été confié en 2019. Ce processus est effectué en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Les inspecteurs porteront une carte d'identité avec photo émise par la MRC des Pays d'en Haut et ils auront en main une lettre de la Ville de Saint-Sauveur les autorisant à photographier et à visiter l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices construits sur le territoire de la Ville. Les visites des résidences et des commerces s'effectueront sur plusieurs mois. Si nécessaire, le nombre de visites par propriété ou bâtiment pourrait atteindre 3 au maximum. En cas de doute sur l'identité de l'inspecteur ou de l'inspectrice ou pour toute autre question relative à l'évaluation foncière, les citoyens sont invités à communiquer avec le service de l'évaluation de la MRC des Pays d'en Haut au 450-229-6637, poste 112. La municipalité de Val-David a reçu la décision de la Cour du Québec autorisant l'appel de la décision du 30 juin dernier du Tribunal administratif du Québec dans le dossier d'expropriation du terrain pour le projet d'école. La municipalité avait déposé une requête pour faire appel auprès de la Cour du Québec en juillet dernier, suite à la réception de la décision du Tribunal administratif du Québec qui ordonnait à la municipalité de procéder à l'expropriation de la majorité des lots du secteur de la Sapinière. Cette décision avait été motivée par les enjeux de droit soulevés par la décision du tribunal qui sont susceptibles d'avoir de profonds impacts non seulement sur la municipalité de Val-David, ses finances et sa capacité de développement, mais aussi sur le précédent qu'elle pourrait créer pour le monde municipal québécois. À Val-David, après le déversement d'hydrocarbures aux abords et dans la rivière du Nord survenu le 20 octobre dernier,
Le travail de décontamination des sols a été réalisé et les estacades absorbantes positionnées sur la rivière du Nord ont été retirées. La municipalité est en attente des résultats des analyses de sol et d'eau pour confirmer la fin des travaux de décontamination. La municipalité a procédé à la réouverture de son puits Xavier, menant à 4 puits sur 5 en service. Les analyses d'eau se poursuivent afin de s'assurer que la nappe souterraine n'est pas contaminée avant l'ouverture du dernier puits. Dans le cadre des célébrations du centenaire de la municipalité de Valmorin, plusieurs convives étaient rassemblés le mercredi 19 octobre afin de participer au lancement du livre « Il était une fois Valmorin », 100 ans d'histoire racontée par des gens inspirés. L'événement s'est déroulé dans le foyer du théâtre du Marais de Valmorin, où l'on a également souligné le 40e anniversaire de la bibliothèque Francine Paquette. Le livre de fragments de souvenirs et de photos est un projet initié par la Société d'histoire de Valmorin et appuyé par la municipalité. Plusieurs collaborateurs ont participé à la recherche et à la création du livre avec l'étroite collaboration de Mme Huguette Viau et Mme Beverly Gilbertson, toutes deux membres du conseil d'administration de la Société d'histoire de Valmorin. Histoire et Archives Laurentides a été mandatée pour réaliser le projet, qui était chapeauté par Mme Linda Rivet, directrice générale de l'organisme. Le livre, comptant 140 pages, est divisé en thématiques qui ont marqué l'histoire de cette communauté des Laurentides, lieu de villégiature et de plein air depuis le début du siècle dernier. Lors de la soirée, étaient présentes les membres du comité qui ont travaillé à la création du livre. Sonia Audrey-Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des communications, Donna Salvati, mairesse de Valmorin, Beverly Gilbertson et Huguette Viau, membres de la Société d'histoire de Valmorin, Linda Rivet, directrice d'Histoire et Archives Laurentides, et Dominique Beauregard, graphiste chez Facteur G. Revenez-nous après la pause pour notre entrevue avec Mme Karine Lachance. On a le plaisir d'être sur le campus de l'école Fleur-Soleil. Non, pardon, c'est l'école Fleur-Soleil sur le campus Mont-Tremblant. C'est bien ça? Exactement. Avec Mme Karine Lachance, qui est enseignante en 3e année et qui a mené le projet de déminéralisation de la cour d'école. Et j'aimerais d'abord qu'on commence par vous qui nous expliquiez ce gros mot. Qu'est-ce que c'est la déminéralisation, s'il vous plaît? Bien, en fait, c'est juste combattre les îlots de chaleur. Okay. En fait, le terme déminéralisation n'a pas vraiment fait partie de mon projet. Ça ne faisait pas partie du projet. Non, mais j'imagine que on s'en va en lien avec ma cour verte. C'est exactement ça. Oui, c'est le mot qu'on va mentionner pour décrire le projet. OK. Bien, très bien. C'est sûrement les mots des personnes qui travaillent en environnement, oui, c'est ça, exactement. de la ville. Donc, dans le fond, ce projet-là est né parce que les cours d'école sont souvent très asphaltés. Mm-hmm. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Et la Ville a offert, juste avant la pandémie, le budget participatif. On pouvait aller chercher pour un projet municipal jusqu'à 150 000 $. Alors, bien sûr, l'idée m'est venue de monter un projet pour offrir une cour plus verte. Mais est-ce qu'on pourrait commencer au début? Parce que vous avez dit, c'est d'enlever l'asphalte dans les cours d'école et il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Pourriez-vous, pour les gens qui connaissent absolument pas ça, comme moi, c'est quoi les problématiques? C'est quoi les enjeux? C'est quoi qui est nocif ou nuisible pour les enfants d'avoir trop d'asphalte dans une cour d'école? Bien, en fait, premièrement, j'ai lu un merveilleux ouvrage là, qui s'appelle « Les écoles qu'il nous faut », qui est disponible en bibliothèque. Je pense que c'est Marc-André Carignan, si je ne me trompe pas, qui a écrit cet ouvrage-là. Ouais. Et ça a toujours été que les écoles ont été construites et on fait l'asphalte et ça se termine là. On met des modules et c'est ça. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. C'est comme ça tout le temps. Mais là, maintenant, on est dans une ère de changement. Alors, je vais revenir à la question, pourquoi moins d'asphalte? Bien, pour avoir plus de nature. Je vais y revenir en expliquant, mais je veux quand même spécifier que lorsque j'ai monté ce projet-là, j'ai fait quelques recherches. Et il y a des études qui prouvent effectivement que les enfants apprennent mieux et sont plus apaisés par la nature. Oui, je vais vous les transmettre après, mais justement, ça favorise les apprentissages et surtout le bien-être.
Alors là, on parle des arbres, on parle dans le fond de verdure. Alors, ici, la cour d'école est située entre plusieurs stationnements, fait partie dans le fond de notre centre-ville. Et malheureusement, avec le temps, il y a des arbres qui n'ont pas survécu à des transplantations. Donc, moi, en tant qu'enseignante, en tant que mère de famille aussi, que mes enfants viennent au campus primaire, je trouvais que c'était important de changer ça. Donc, le budget, c'est sûr que mon premier objectif était de remplacer les arbres et éventuellement aussi d'y aménager une classe extérieure et des zones de répit pour les enfants. Donc, en enlevant de l'asphalte, en plantant des nouveaux arbres. Ça a été l'idée première. Alors, en plus d'avoir enlevé un peu d'asphalte, parce que je dirais que ça, c'est juste phase 1 d'un projet qui pourrait être encore plus grand, on a planté des arbres. Alors, ça favorise le bien-être des enfants du côté où ça diminue aussi les îlots de chaleur. Les arbres permettent aussi... Est-ce que c'est vraiment une question de chaleur? Le fait que le milieu soit plus propice à l'apprentissage, est-ce que c'est vraiment une question que la température diminue, donc c'est plus facile de retenir de l'information? Ou c'est vraiment une question de confort également, voir de la verdure? C'est pas juste donc la chaleur, c'est all of the above, oui, c'est tout ça. Exactement. Dans le fond, l'îlot de chaleur, où est-ce que ça venait? C'est qu'en même temps, moi, étant une fille qui est très préoccupée par l'environnement et le bien-être de notre planète, je trouvais important aussi de mettre dans ma présentation pour le budget participatif les côtés pro-environnementaux de ça. Alors, il y avait, et oui, les enfants, leur confort, et oui, l'environnement. Alors, je trouvais que c'était un projet qui était très favorable. Donc, pour revenir au budget participatif, malheureusement, vu que le terrain faisait partie, appartenait à la commission scolaire et un peu à la ville, parce que c'était jamais sûr, quand on va sur le site de la ville, c'est écrit « îlot institutionnel ». Et finalement, j'ai su par après que c'est vraiment à la commission scolaire que ça appartient. D'emblée, mon projet a été rejeté. Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs acteurs de la ville qui ont tellement été touchés, qui ont eu envie d'embarquer dans un projet comme ça, rassembleur, qui ont décidé dans le fond, de confier le projet. On le rebâtit avec l'aide de la MRC. Alors, il y a eu plusieurs partenaires là-dedans, là, sont mentionnés un petit peu partout, mais la MRC, la ville, la MRC de Laurentides, et plusieurs autres partenaires, dans le fond, là, avec la MRC et la ville, ont fait en sorte que ce projet-là a pu voir le jour. Alors, c'est un projet qui est rassembleur, qui vraiment redonne à la communauté. Au campus Mont-Tremblant, on a les enfants de Lac-Supérieur, La Conception, Saint-Faustin, qui s'appelle maintenant Mont-Blanc. Bien sûr, Mont-Tremblant et Lac-Tremblant-Nord qui viennent à l'école ici. Alors, ces enfants-là, de toutes ces communautés-là qui viennent autour de Mont-Tremblant en bénéficient. En plus, les fins de semaine, les soirs, après 6 heures, mais la cour d'école, elle revient à la communauté. C'est ça, elle est ouverte à tous, puis les gens peuvent venir passer du temps. C'est pour un confort pour eux. Et pourquoi aussi apprendre en nature? Parce que là, c'est ça, moi, ce projet-là, c'est vraiment juste quelque chose de petit qui fait partie d'un mouvement qui prend de l'ampleur au Québec depuis surtout la pandémie, mais déjà avant. Parce que il y a peut-être plusieurs passants qui vont peut-être écouter l'émission, qui m'ont déjà vu enseigner sur le perron de l'église, qui est juste à côté de l'école, qui m'ont vu enseigner proche de la fontaine, parce qu'à Mont-Tremblant, on est chanceux, on a plusieurs petits endroits proches de la nature. Et la pédagogie en plein air, ça favorise aussi les apprentissages. C'est sûr que c'est différent, la gestion de classe, les enfants, il faut les préparer et les habituer à un tel type d'apprentissage. Mais c'est important d'aller dehors avec eux, de les rendre conscients de la nature qui les entoure et d'en profiter. Parce que, vous regardez la classe ici, là, on est dans ma classe en ce moment, c'est un bel endroit pour apprendre. On l'aménage comme on peut, les enseignants, mais je trouve qu'on peut aller au-delà de ça avec les enfants. Fait, à l'extérieur, justement, c'est... la classe extérieure qui a été aménagée. Alors, c'est vraiment un endroit agréable avec un tableau si tu veux enseigner de manière plus conventionnelle, mais à l'extérieur. Mais on peut enseigner n'importe où. Oui, j'aimerais un petit peu toucher sur ce que vous avez mentionné plus tôt. Vous avez mentionné avoir lu un livre qui s'appelait « La classe idéale ». Et la classe idéale... C'est les écoles qu'il nous faut. Les écoles qu'il nous faut, pardon. Oui. Donc, dans ce concept d'école qu'il nous faut, quelle est la classe idéale? Ce serait quoi, point par point, pour vous, la classe qui serait le plus bénéfique au bien-être des enfants, qui serait le plus bénéfique à la rétention d'informations, qui serait le plus bénéfique à la réflexion de la part des élèves? Bien, en fait, là, il n'y en a pas de classe idéale. Il y a des enseignants. Il y a un certain moule. Il y a des enseignants avec leur, comment je pourrais dire, leur passion, leurs idéaux et leur désir d'enseigner. Alors,
peu importe qu'on serait n'importe où, là, c'est l'enseignant et les élèves qui font la classe idéale. Mais je vous dirais, ma classe de rêve, ça serait quoi? Ça serait un endroit vitré. Ça serait de pouvoir avoir un balcon pour aller à l'extérieur avec mes élèves, entouré de plantes. C'est tellement contre-intuitif ce que vous me dites, parce que moi, dans ma tête, la classe idéale, c'est celle où il y aurait le moins de distractions, dans le sens où vous parlez d'un endroit vitré avec la nature. Moi, je me souviens très bien de comment j'étais quand j'avais 7-8 ans. Si j'étais assis puis je voyais un oiseau, j'allais regarder l'oiseau et ne pas écouter ce que l'enseignant disait. Donc, c'est une distraction et c'est moins propice à entendre ce que le prof dit puis à comprendre les concepts qu'il faut apprendre à cet âge-là. Bon, bien, je me trompe. On arrive en 2022. Bon, OK. Bon, premièrement, là, quand je dis ça, c'est sûr que oui, il y a les enseignements plus magistraux, que l'enseignant passe un savoir, les élèves reçoivent le savoir, se pratiquent. Mais le plus que ça va, le plus que l'élève aussi est amené à être autonome dans ses apprentissages. Alors, souvent, ce que je fais, je te donne un exemple, avant de sortir dehors, j'enseigne un petit peu plus magistral, je donne du contenu, mais quand on va à l'extérieur, là, j'ai des craies, je peux dessiner par terre, les élèves se promènent avec leur petit tableau blanc, courent d'un endroit à l'autre pour réaliser les problèmes. Mais il faut adapter aussi et s'adapter. Fait que les enfants, dans le fond, réalisent des apprentissages sans s'en rendre compte parce qu'ils s'amusent. Alors, c'est vraiment un concept à apprendre. Puis les élèves d'aujourd'hui, là, je vous dirais, moi, ça fait depuis 2009 que j'enseigne, mais depuis 2015 que j'ai vraiment un groupe à moi. Et j'ai commencé plusieurs, justement, enseignements extérieurs. Et il faut apprendre aux enfants comment faire ça. Mais on ne peut pas garder l'attention d'un enfant pendant 60 minutes sans arrêt. Alors oui, si l'oiseau arrive, les enfants le regardent. Bien, je prends l'occasion de regarder l'oiseau avec eux et soit juste de savourer le moment et de profiter, d'avoir une discussion sur la nature. C'est ça qui est important aussi. Mais comment est-ce que l'oiseau s'installe? On le regarde, on savoure le moment. Oui. Comment est-ce que ça aide à se souvenir que 6 x 6, c'est 36? Ah non, mais attends, là. Oui, il y a les apprentissages, mais on les intègre. À la limite, on pourrait prendre un exemple des 2 pattes des oiseaux, puis parler de combien d'oiseaux il faudrait avoir pour avoir 12. Okay. OK, donc la proximité à la nature, la proximité à autre chose qui n'est pas des murs blancs et beiges permet pas de situer l'enfant, mais d'utiliser des exemples qui peuvent être un petit peu plus concrets, et ça, c'est plus facile à se rappeler? Bien, je vous dirais, les occasions sont grandes, OK, pour apprendre en nature. L'important, c'est que l'enseignant ait son intention. Mais oui, je vais vous donner un exemple. On a les arbres qui ont été aménagés, qui ont été en tout cas plantés l'année dernière, et il y a un oiseau qui a installé son nid là. Alors moi, c'est sûr, je n'ai pas fait d'apprentissage pédagogique, sauf qu'on ne fait pas juste de la pédagogie à l'école. On apprend à vivre. On apprend le civisme aux enfants. On apprend le savoir-être. C'est vrai. Alors, on a parlé de respect des animaux, respect des oiseaux, et vraiment, fait que ça, c'est des notions importantes. Alors, oui, quand on va dehors, on peut être dérangé par le bruit des autos. On peut être dérangé aussi par un passant qui passe avec son chien, mais les enfants reviennent rapidement à leur tâche. Parce que enseigner dehors, là, c'est pas juste le professeur qui est en avant puis qui donne la leçon puis les enfants écoutent. C'est plus ça, l'école. L'école, c'est de leur donner l'occasion de développer leur pleine potentialité. Fait que oui, il faut du magistral, mais il faut aussi plus d'apprentissage libre et autonome. Et ces enfants-là, quand ils vont dehors, là, ils savent qu'ils sont privilégiés. Cette autonomie-là, c'est à l'enseignant de l'instaurer chez les enfants? Bien, c'est à eux de le développer de par les enseignements qu'on peut leur donner, de par les parents aussi qui travaillent fort avec leurs enfants à les aider aussi à respecter les consignes. Tu sais, à la maison, tu as des tâches, tu as des choses à faire, mais ça, c'est important aussi, mais ça s'apprend. Alors moi, mes élèves, quand on va dehors, par exemple, à la classe extérieure, bien, je leur annonce mes attentes. Je m'attends à ce qu'ils se trouvent un endroit à côté d'un ami avec qui ils ne parleront pas. Souvent, je vais annoncer la tâche qu'on va faire. Mais souvent, c'est des activités que quand je vais à l'extérieur, que je veux faire du réinvestissement. Fait que, par exemple, mettons qu'on apprend le concept du périmètre. Alors, les côtés, plus côté égale le périmètre. Je crois m'en souvenir, effectivement. Alors, je vous donne un exemple. Des fois, c'est même pas juste dans la classe extérieure, mais dans toute la cour. Moi, j'arrive avec mes craies et là, je dessine. Puis là, je leur donne des petits problèmes à résoudre. Puis là, ils courent entre chaque. Ils font les défis. Et ça permet aux enfants vraiment de bouger et d'apprendre, mais ils s'amusent. Sauf qu'ils veulent les réaliser, les défis, parce qu'ils adorent ça. Et qu'ils fassent beau ou moins beau, il y a toujours moyen d'aller dehors avec les enfants. Mais oui, ça prend de l'organisation, ça prend un intérêt, puis ça prend un petit peu aussi la passion de vouloir le faire.
Est-ce que le fait de se sentir moins renfermé, de se sentir moins restreint par les murs d'une classe, ça peut aider à ce que les élèves, se sentent pas plus paisibles, mais moins de stress, moins encombrés par toutes ces murs-ci. Et ça peut en retour les aider à plus facilement apprendre. Bien, je dirais que premièrement, quand on est dehors, on respire de l'air frais. C'est ça. C'est sûr que quand on est plus en forêt, la forêt a vraiment un effet apaisant. Puis il y a même des études, il y a des endroits au Japon où il y a des forêts silencieuses, où les gens vont. Ouais. Malheureusement, Derecho a un petit peu décimé la petite forêt où on allait proche de la polyvalente. Là, les grands pins ont tombé. J'allais souvent à cet endroit-là avec mes élèves justement pour... Des fois, oui, ton intention pédagogique, là, ça peut être aussi de juste aller savourer et de jouer dehors là, et de s'amuser ensemble. Mais moi, souvent, je leur faisais bâtir des petites maisons longues à la façon des Iroquoiens, des wigwams à la façon des Algonquiens, avec tout ce qu'on trouvait dans la nature. Mais pour parler de pédagogie en plein air, les enfants, là, il y a toute une communauté. Puis on est rendu même avec une chaire de recherche à l'Université Sherbrooke. OK. Parce que je suis sur la pédagogie en plein air. Ah ouais? Oui, l'Université de Sherbrooke a une chaire de recherche. Et justement, j'ai des midis coop qu'on appelle, où on fait des visioconférences et on échange sur le sujet. Alors moi, je suis une enseignante, dans le fond, qui s'investit dans ce mouvement-là depuis très longtemps. Là. C'est sûr qu'il y a des savoir-faire avec ça, mais l'enseignant qui a juste le désir d'aller à l'extérieur le peut et les élèves en sont reconnaissants. Ça se peut des fois que ça ne se passe pas non plus comme on veut, mais après ça, on revient sur les attentes. Fait que moi, ce que je trouve pour les enfants, là, c'est juste de favoriser plusieurs contextes d'apprentissage. Ça les rend un petit peu plus éveillés, un peu plus responsables aussi, comme je vous dis, parce que quand on va dehors, il faut se contrôler. Oui, je trouve ça intéressant de privilégier plusieurs concepts d'apprentissage. Est-ce que ça peut... Le fait de devoir apprendre dans une classe, le fait de devoir apprendre... Pardon, le fait de pouvoir apprendre dans une classe, le fait de pouvoir apprendre en forêt, le fait de pouvoir apprendre dans une cour verte, le fait de pouvoir apprendre peut-être sur un sentier ou une piste cyclable comme ça, ça pousse les enfants à s'adapter puis à réaliser qu'il y a des décors différents dans lesquels on peut faire différentes choses. Oui, exactement. Puis surtout quand on va en nature, là c'est malheureusement, comme je vous disais, que mon groupe de cette année, là, à cause du contexte de la petite forêt derrière le CPE des Rires, on y va plus. Mais il y a aussi le respect de la nature. Il y a des enfants qui arrivent, arrachent les branches, arrachent les feuilles dans les arbres. Okay. Et il y a toute une... je dirais que, tu sais, un apprentissage qui se fait, mais aussi de faire réaliser à l'enfant qu'un arbre, c'est un être vivant. On a beau faire des sciences en classe, parler des êtres vivants, mais là, oups, on s'en va dehors, on peut identifier les arbres à partir des feuilles. On apprend en sciences les parties des fleurs, des plantes. Bien, on va dehors, on observe aussi. Fait que ça, c'est tout qu'on réinvestit les apprentissages. Fait que je dirais que tous les enseignants, là, c'est pour ça que la classe, dans le fond, que j'ai fait une classe extérieure ici, c'est pour permettre à mes collègues, puis en fait, il y en a déjà qui le pratiquaient, il faut que je dise, là, il y a beaucoup d'enseignants qui pratiquent déjà ce mouvement-là, autant au secondaire qu'au primaire. Mais le fait d'avoir une classe ici, ça permet qu'on est quand même dans l'environnement de l'école. On est dans la cour et on est installé avec un tableau. Mais sinon, moi, ça faisait longtemps que je sortais avec mon petit tableau effaçable et on se promenait. Fait que tout le monde a à gagner d'aller dehors. Et j'ai un dernier point, par contre, pour ça. C'est le point au niveau de l'environnement. Ça a été mentionné dans l'entrevue que j'avais accordée en 2001 avec Véronique Piché au journal L'Info du Nord. Il y a de ça 21 ans. Non, 2021. OK, pardon. Excusez-moi, non. Comme ça 2021, désolée. C'est ça. Au niveau de l'environnement, les enfants, je trouve que le plus qu'on va dehors avec eux, le plus qu'ils sont conscients de la nature, de leur environnement, puis le plus qu'on est en train de construire des futurs citoyens, c'est pas de construire, mais qui sont en train de se développer comme futurs citoyens pour respecter l'environnement. Puis l'enfant qui est dehors, qui apprend à apprécier la nature, à aussi prendre le temps. Tu sais, aujourd'hui, nos enfants, là, cours de soccer, taekwondo, on s'en va ici, on fait ça, tu sais. Prendre le temps d'arrêter, de s'ennuyer, de regarder, de s'émerveiller, là, moi, c'est souvent ce que je leur offre. Tu sais, puis que plusieurs parents aussi, la contemplation de la nature, mais c'est de prendre le temps. Puis ces enfants-là qui sont baignés dans la nature, qui utilisent aussi les structures scolaires, sont respectueux. Ouais. Sont pas enclins à aller détruire après ça la nature ou à aller vandaliser, mettons, la classe qui a été là. Parce que les élèves sont derrière moi. Puis je vous dirais que le projet, quand je l'ai présenté, on a vu l'image ici, vers une cour verte et durable. Ce projet-là a commencé. Moi, j'ai demandé à mes élèves, je leur ai donné une feuille, puis j'ai dit « Dessine-moi ta cour idéale ». Alors, c'est Ludovic Piché
qui était dans ma classe cette année-là. Alors, allô Ludo. Ludo, je pense qu'il est en 5 ou 6e année rendu là. Et il a dessiné ce concept-là. Il a mis des pommiers. Est-ce qu'on a des pommiers ici? On a des pommiers dans la cour d'école. Alors ça encore, dans mon, dans mon projet, ça fait partie au niveau du bien-être, de la nutrition, la nourriture. Alors, j'ai même mis cet aspect-là. Mais c'est pour dire que nos enfants, là, tu sais, l'école, c'est pas juste des français et des maths. Ça, c'est la première chose que je dis aux parents quand je les rencontre en début d'année. On apprend à savoir être, à vivre en communauté. Là, justement, cette semaine, on parle beaucoup de civisme avec nos élèves. C'est vrai. Mais ça commence à l'école. Le respect de nous, le respect des autres. C'est pas juste du français et des maths, mais il y a tout de même des portions de français et des mathématiques un petit peu plus concrètes, des notions qu'il faut assimiler. Est-ce que donc il y a une formule parfaite? Est-ce qu'il y a une quantité de temps prédéfinie qu'on devrait ou qu'un étudiant devrait passer dans une cour verte ou en classe extérieure comparativement au temps qu'il devrait passer dans une classe plus normale, si on veut? Ou normale, c'est pas le mot que je cherche. Le mot que je cherche. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? régulière. Oui, merci. Mais dans le fond, non. Parce que, regarde, l'enseignement, là, on ne peut pas rien mettre dans des boîtes. On s'adapte à nos élèves. Il y a eu des années où je n'ai malheureusement pas pu sortir Parce que autant les élèves aimaient moins ça? Ou apprenaient moins bien? Pour diverses raisons, malheureusement, parce qu'on ne peut pas avoir autant de services qu'on devrait avoir dans nos écoles publiques là, pour accompagner des élèves en besoin. Mais moi, je me suis adaptée. Alors oui, je suis restée plus dans la cour au lieu d'aller sur le perron de l'église ou aller, on a le magnifique aussi parc au fil de l'eau derrière l'hôtel de ville. La bibliothèque municipale nous accueille. Alors, on a vraiment une ville magnifique à Mont-Tremblant. Fait que pour revenir à ta question, là, on a-tu un cadre régulier? Oui. Non, il n'y en a pas. D'accord. C'est ça. Chacune de mes collègues et collègues sont uniques, OK? On est les profs, là, notre premier désir, là, c'est que les enfants soient bien, OK? Dans notre classe, qu'on ait un lien. Et ensuite de ça, on construit, oui, des apprentissages, mais aussi un savoir-vivre et savoir-être. Puis chaque enfant arrive avec son bagage, arrive avec sa réalité familiale. Et nous, là, l'école, on est là pour tout le monde. C'est vrai, mais vous avez absolument raison. Chaque élève arrive avec son bagage à lui. Et son bagage à lui peut être différent entièrement du bagage d'un autre étudiant. Oui. Et donc, ces deux étudiants X, Y, un pourrait super bien apprendre en contexte naturel, en contexte extérieur. L'autre pourrait être incapable de le faire parce qu'il va être trop distrait. Et lui, ce qui lui convient plus, c'est ça ici. Et donc, il faut trouver cette balance, cet équilibre-là. Est-ce qu'on a le droit de sortir la classe si 2 ou 3 étudiants apprennent moins bien? Qu'est-ce qui nous permettrait de faire ça, même si on sait qu'il y en a 3, 4 ou une minorité auquel ça ne convient pas? Bien, on s'adapte, puis il y a toujours des temps de récupération, des temps qu'on est en classe, mettons, puis il y a des élèves qui font certaines activités. Moi, j'en prends d'autres et je travaille en petits groupes avec eux. Mais ça, c'est un défi constant. Puis le plus grand défi des enseignants maintenant, c'est les écarts entre les... Je ne veux pas dire capacités, mais entre un peu les capacités à apprendre et assimiler. On a des élèves en grande difficulté d'apprentissage, mais tu sais, il faut s'adapter, comme on dit, et il faut donner le mieux. Alors moi, pour moi, un élève, en fait, là, dehors, là, oui, il y en a qui sont plus distraits, mais on les encadre plus. Et on peut exiger moins de travail d'un élève et plus d'un autre aussi en visant les mêmes objectifs. Fait que ce projet-là, dans le fond, c'est pour faire des enfants heureux, dehors, respectueux de l'environnement, de redonner les fins de semaine, les soirs à la population, aux enfants. Puis juste pour vous dire, la classe extérieure, là, c'est aussi une zone de jeu pendant les récréations. Oui, c'est ça. Les élèves, ils appellent ça les bûches. Et ils sautent de bûche en bûche. C'est des jeux d'équilibre. Fait que non seulement c'est pour apprendre... Casses, j'espère. Non, pas du tout. Ils apprennent aussi à respecter les autres, à ne pas les pousser. Mais fait que c'est ça l'école. Fait qu'il faut oublier le concept, justement. Là, on est enfermé entre 4 murs. Le professeur est en avant. Là, puis c'est le truc le plus naturel au monde, dans le sens où je doute fort que les premières classes, back in the days, dans le Moyen-Âge, c'était à l'intérieur de 4 murs. Il n'y avait pas d'école comme ça. C'était vraiment, viens ici, jeune homme, je vais t'apprendre quelque chose. Ça a commencé avec les philosophes, ça. Oui, c'est quoi? C'est l'Ecclésia? Je ne connais pas les termes, c'est sûr que Socrate et Platon, ils parlaient, puis les gens s'assoyaient. C'était plus un amphithéâtre qu'une classe, puis on écoutait, on assimilait des notions, puis on apprenait des choses.
Absolument. Et les enfants, quand ils viennent à l'école, là, la première raison pourquoi ils viennent à l'école, c'est pour les amis. Ils veulent socialiser. Et ensuite de ça, le lien avec l'enseignant. J'en ai là, puis ça faut toujours rire de certains élèves. Là. Je suis là, je raconte mon horaire de la journée. Là, tu sais, je leur présente toujours la veille et le matin, je réexplique qu'est-ce qu'on fait. Puis là, il y en a qui ont fait de l'écriture, sont comme « yes ». On fait ci, yes, mais chacun y trouve son compte. Et il ne faut pas oublier qu'on a nos cours d'éducation physique. On est chanceux ici, on a des professeurs magnifiques. Et Jean-Michel et Catherine, moi, je les admire parce que la plupart du temps, puis même des fois quand il ne fait pas très beau, ils sont dehors. Alors, notre cours répond à ces besoins-là. Et imaginez-vous, là, il y a un professeur qui donne son cours d'éducation physique, puis nous, on enseigne juste à côté. Et il y a un respect, il y a un partage de la cour. Et les élèves, il faut qu'ils apprennent justement à travailler leur attention. Mais, tu sais, je vous dirais qu'en même temps, un professeur, on ne parle pas 20 minutes. Là. Et moi, je vais expliquer le plus possible en dedans de 5 minutes et ensuite, je les fais travailler seul, en équipe, de plusieurs façons. Il y a juste le froid qui arrive tranquillement. Oui, c'est ça. On a fait la dictée vendredi dernier dehors, puis je vous dirais qu'après 15 minutes, on avait un peu froid aux doigts. Puis là, je demande aux enfants, avez-vous froid? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, OK, bon, on rappelle tout. C'est une excuse qu'on pourrait éventuellement utiliser. J'ai oublié un S ici, je ne l'ai pas oublié, j'avais juste trop mal à la main, je ne pouvais pas l'indiquer. Oui. Mais fait que non, fait que moi, en tout cas, j'imagine qu'on est en train de... On a le temps. On a le temps, OK. Parce que moi, il faut vraiment que je remercie la Ville de Mont-Tremblant, la MRC, José, Louis-Martin, ma direction Isabelle, la commission scolaire, M. Brissette aux ressources matérielles, M. Chabot, tous ces gens-là qui ont vraiment embarqué dans le projet avec cœur. Mon directeur adjoint, François Bernier aussi, qui a travaillé lui-même à terminer le tableau. Parce que le tableau, par contre, qui fait partie de la classe extérieure que vous allez montrer, ça, c'est ma commission scolaire qui l'a fourni en plus du projet. Parce que ce projet-là, il a commencé petit et tranquillement, c'est concrétisé aussi. Alors, quand il a été présenté, il a changé 1 ou 2 fois au niveau de l'emplacement. Parce que là, je voyais que pendant les récréations, c'est des enseignants qui vont à l'extérieur aussi, fait qu'il ne faut pas être trop proche des modules. Fait que c'est vraiment un beau projet. Ça a beaucoup bougé, beaucoup de monde y ont touché. Et au final, ça a donné un résultat, j'imagine, dont vous êtes satisfaite. Absolument. Puis il y a des arbres aussi qui ont été plantés. Puis là, c'est sûr que mon petit érable argenté, bien, notre petit érable argenté, il a de l'air tout petit. Mais dans 10 ans, là, il va être aussi gros que les autres qui sont en bordure de la classe extérieure. Puis ils vont faire de l'ombre à la cour, justement pour combattre le fameux îlot de chaleur. Fait que tranquillement, la cour est appelée vraiment à se transformer, puis à grandir et à devenir de plus en plus belle. Et les élèves de plus en plus respectueux des arbres et de la nature, parce que là, il y a des animaux qui s'établissent aussi là, dans les arbres tranquillement, qui font partie de nous. Là, les êtres humains, là, c'est pas juste nous, là, c'est la nature. Puis en Mont-Tremblant, il ne faut pas oublier. C'est correct, c'est la récréation. Il ne faut pas oublier le slogan de notre ville, qui est notre culture, c'est la nature. Mais ça a été ça. Puis c'est pour ça que, justement, c'est important pour moi, à Mont-Tremblant, qu'on ait des projets comme ça. Et je suis fière de nos élus, de tous nos gens là, qui travaillent au municipal, qui aident et qui embarquent dans des projets comme ça. Alors, je suis déjà très excitée pour la MRC. A déjà lancé là, des prochains appels de projets. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, oui, j'ai la tête pleine d'idées. Merveilleux. Alors, on a bien hâte de voir ça. Ce n'est que phase 1. Alors, merci beaucoup pour la merci belle à vous, entrevue. C'est bien apprécié. Merci à vous de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'est super gentil. Merci. Jusqu'au 4 novembre, la Ville de Prévost effectuera une inspection des bornes d'incendie sur son territoire. Cette opération consiste à vérifier l'état des composantes des bornes ainsi que leur bon fonctionnement. La vérification d'une borne d'incendie peut entraîner une baisse temporaire de la pression à la sortie du robinet, une coloration jaunâtre ou une apparence brouillée de l'eau. Elle demeure toutefois potable. La Ville recommande de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne limpide. Pour un résultat plus rapide, il est recommandé d'utiliser le robinet de la baignoire. Des travaux de réfection sont en cours dans la réserve naturelle Alfred Kelly. Ces travaux s'échelonneront sur plusieurs semaines. L'accès à la réserve par le chemin de la rivière à Piémont doit être fermé durant la période des travaux, qui sera d'environ 4 semaines. 2 alternatives afin d'accéder à la réserve par le territoire de la municipalité de Piémont s'offrent aux randonneurs, soit par le chemin du Roitelet ou par la place des Hauteurs. Loisirs Laurentides,
en collaboration avec la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, offrira une journée de réseautage et d'échange portant sur la coopération intermunicipale et l'économie sociale. L'événement se déroulera le 30 novembre au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, situé au 1550 Chemin du Rapide à Rivière-Rouge. Les participants devront se préparer à une journée dynamique par l'entremise d'ateliers et de présentations qui permettra de mettre en lumière les besoins des milieux, d'en discuter et de proposer des pistes de solutions misant sur la force du collectif. Cette journée de conférence est offerte gratuitement. Tous les détails sur les activités de la conférence et sur l'inscription sont disponibles à la page web loisirlaurentide.com/activité/conférence sur la coopération intermunicipale et l'économie sociale. Le Réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Cette refonte s'est opérée naturellement au terme d'un processus de réflexion stratégique débuté en 2021 qui a permis, entre autres, le repositionnement de l'organisme en tant que réseau fédérateur des 17 unités régionales de loisirs et de sport du Québec. Plus que jamais, cette image dévoile le côté rassembleur et collaboratif du réseau. Plus polyvalente, la nouvelle identité démontre l'impact du réseau dans son domaine, met en lumière l'expertise combinée de tous ses membres qui, ensemble, permettent de décupler les résultats de leurs efforts en augmentant la portée de leurs actions partout au Québec. La forme de base du logo représente un point de localisation couramment utilisé par les cartes routières visuelles. Ce concept géométrique qui se répète vise à créer un icône fort, unique et facilement reconnaissable. La forme du pointeur fait référence aux régions où œuvrent les URLS membres. Unis par le réseau, ces membres forment un tout représentant à la fois le mouvement et le collectif avec ses lignes courbes qui convergent vers le centre, un objectif commun. Le logo symbolise un parallèle entre la santé mentale et la forme physique qui est au cœur du mandat de promotion des saines habitudes de vie du réseau. Sa parfaite symétrie verticale évoque deux personnages face à face ou, en quelque sorte, la communication, la concertation et l'ouverture. Finalement, en lien avec la mission du réseau, qui est de mettre en valeur les réalisations de ses membres, les contours de cet élément graphique seront utilisés pour mettre en valeur des images comme une fenêtre sur les champs d'intervention du réseau et les professionnels qui œuvrent aux quatre coins du Québec. Au niveau typographique, bien que les lettres URLS soient les plus grandes, le gras utilisé sur le mot réseau met l'accent sur celui-ci. Du côté des couleurs, elles ont été choisies pour leur symbolique. Orange pour la créativité et le dynamisme, turquoise pour la sagesse et l'inspiration, ainsi que le bleu pour la confiance et l'intégrité. La démarche de révision de l'identité a également permis de rectifier en quelque sorte la façon dont l'organisme est surnommé. La présidente du réseau des URLS, Mme Manon Étier-Rollin, mentionne que la nouvelle signature « Ensemble pour le loisir et le sport » permet de souligner encore davantage le caractère collectif du réseau. Elle ajoute que la nouvelle identité véhicule bien les concepts porteurs de l'organisme, qui sont le faire ensemble, la synergie, l'expertise combinée et le leadership partagé des membres. Le réseau en a également profité pour revoir son site Web. Non seulement le design a-t-il été revu pour correspondre à la nouvelle identité visuelle, mais la navigation et la présentation des contenus ont été repensés pour faciliter la lecture. Le Réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec met en valeur le rôle et les actions de ses membres, représente leurs intérêts collectifs, les accompagne dans la réalisation de leur mandat, qui est d'améliorer l'offre publique en loisirs, en sport et en activité physique, en plein air et en loisirs culturels, tout en stimulant le co-développement et la synergie avec ses partenaires. Revenez-nous après la pause pour notre entrevue avec Mme Mylène Gagnon. On a maintenant le privilège d'être rejoint par Mme Mylène Gagnon,
qui est directrice de l'organisme Table Forêt Laurentide. Comment allez-vous aujourd'hui? Hey, ça va très bien. Contente de revenir dans vos studios. Merveilleux. On est heureux d'entendre ça et j'aimerais d'abord commencer par vous qui nous expliquez, s'il vous plaît, en quoi consiste l'organisme Table et Forêt Laurentide, parce que moi, on me dit ça, je pense à une table, donc nourriture, je pense à forêt, donc pas nourriture, ou peut-être nourriture, puis ensuite je pense à la région des Laurentides. Donc en quoi ça consiste, s'il vous plaît? Ben, oui, en fait, Table Forêt Laurentide, c'est un organisme à but non lucratif qui se spécialise en éducation forestière. Donc, ça a été créé en 2005. À l'époque, c'était une table de concertation, une table ad hoc pour le développement un peu des ressources humaines. Et avec le temps, le mandat a un peu changé. Donc, on est vraiment maintenant les spécialistes de l'éducation forestière à travers les Laurentides. Donc, on est là pour un peu faire redécouvrir ou découvrir le secteur, démystifier qu'est-ce que c'est la forêt, la foresterie, la transformation du bois. Aussi pour... Donc, par foresterie, c'est juste transformation du bois. Non, non, aussi tout OK. ce qui est récolte, aménagement forestier. Est-ce Donc, qu'on pourrait commencer, je m'excuse de vous Non, interrompre, mais allez-y. j'aimerais vraiment savoir, parce que vous dites démystifier la foresterie. À quel moment est-ce que la foresterie s'est mystifiée ou est devenue mystifiée et par qui? ben, en fait, démystifier, c'est que avec le temps, il y a des notions qui se sont perdues sur justement comment on fait l'aménagement forestier au Québec, qu'est-ce que c'est, tout le processus avant qu'on ait un chantier de récolte. On connaît souvent le produit fini, tu sais, justement, on en a un exemple ici, une table qui a été transformée, mais il y a tout un processus avant ça, ce qu'on appelle la foresterie, l'aménagement forestier. Donc, c'est un peu à ça qu'on sert. Réapprendre un peu ces notions-là, augmenter le niveau de connaissance par rapport à tout ce qui touche le secteur de l'industrie Aménagement forestière. forestier, vous voulez dire n'importe quel type d'exploitation de la forêt? Ça, c'est un aménagement forestier? L'aménagement forestier, il faut voir la forêt comme un grand jardin. OK. Donc, quand on fait de l'aménagement forestier, c'est qu'on va l'aménager comme on aménage notre jardin, on l'entretient pour avoir une meilleure récolte, pour éliminer des maladies, éliminer des parasites, donc avoir une meilleure santé de nos forêts. Puis, au bout de ça, bien, on a aussi un produit, donc une tige qu'on récolte, qui va s'en aller à l'usine de transformation, puis qui va devenir la planche, qui va servir à plein d'autres choses. Donc, c'est un peu tout ce processus. Est-ce que, je veux juste comprendre le concept d'abord et avant tout, avant de continuer un petit peu plus loin, est-ce qu'une cabane à sucre, c'est un type d'aménagement forestier? La cabane, oui. Non. C'est un des secteurs de... Mais la cabane elle-même, c'est pas un aménagement forestier? Non, c'est la cabane une est- exploitation de la C'est forêt. une autre sorte d'exploitation de la forêt, une autre utilisation de la forêt, comme les parcs régionaux, les parcs nationaux. Il y a plusieurs utilisateurs en forêt. Puis nous, Table Forêt Laurentide, notre rôle, c'est un peu plus de faire comprendre tout ce qu'on fait pour l'aménagement de nos forêts et de la transformation du bois par la suite. OK. Donc, c'est un peu ça. Puis, il y a aussi tout le volet des métiers forestiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont rattachés à la forêt, à la transformation du bois. Souvent, on pense forêt, on va penser le bûcheron qui part avec sa scie mécanique ou avec sa hache. Mais on est vraiment au-delà de ça. Puis il y a une méconnaissance des différents métiers qui entourent la forêt et la transformation du bois. Tu sais, on pense à un marteleur. Bien, un marteleur, dans la vie de tous les jours, c'est quoi? La plupart des Bonne gens ne le question. savent pas. Oui, c'est une bonne question. C'est ça, c'est quelqu'un qui va aller marquer chacun des arbres qui va être récolté. Parce que ça fait partie de l'aménagement forestier. Chaque arbre est choisi personnellement d'une certaine façon pour être récolté. Donc, il y a tout un travail qui est fait il y a toute une gamme de métiers qui sont associés à ça. Fait que notre rôle de la forêt, c'est un peu de revaloriser ces métiers-là, parce que comme on le sait, partout, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, c'est la même chose en foresterie. Puis, dans le secteur forestier, bien, il y a des métiers qui ne peuvent pas être remplacés par des robots ou de l'automatisation. Il y a une certaine Celui part, justement oui, de mais martelage, j'imagine. le martelage, bien oui, c'est ça. Il y a quand OK. même une décision qui est prise à savoir est-ce que c'est tel arbre que je récolte ou l'autre à côté. Donc, ça prend quelqu'un qui réfléchit à tout ça. Donc, ça, c'est un des métiers parmi tant d'autres, mais il y a plein d'autres choses. Puis, ben là, on le fait aussi. Puis, dans notre mission aussi de Table Forêt Laurentide, on est là pour aider à mieux comprendre toute l'importance du secteur de la forêt et de la transformation du bois, parce qu'il y a vraiment plusieurs impacts dans toutes les sphères, autant au niveau économique, on ne se le cachera pas, il y a toute une industrie dans les Laurentides et au Québec qui est rattachée à la forêt et à la transformation Vous avez mentionné du faire de la bois. sensibilisation, tenter de démystifier. Est-ce que la sensibilisation, c'est plus par rapport à
possibilité d'une surexploitation de la forêt? Est-ce que ça, c'est une situation qu'on retrouve dans les Laurentides ou habituellement c'est suffisamment bien géré que vous n'avez pas besoin de faire ce type de Ben, nous, on est sensibilisation-là? un organisme qui se base sur des faits, qui rapporte des faits Oui, et des oui, oui. éléments. Donc, on ne prend pas position dans rien. Ce qu'on voit, et on sait que... je te vois sursauter. Non, là. allez-y, pas trop. Mais c'est que nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toute une réglementation. Il y a vraiment une loi qui régit. Il y a des stratégies d'aménagement qui sont données par le ministère. Mm-hmm. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pas bonnes? Nous, on n'est pas là pour dire si oui ou non. Par contre, ce qu'on peut faire, Ben, nous, ce qu'on les explique... organismes habituellement sont là pour... Ben, on n'est pas un organisme qui prend position. Nous, on est là pour expliquer ce d'accord. qui se passe, puis après ça, la personne choisit de faire son opinion ou pas. Par contre, s'il y a des choses qui ne sont pas correctement, ben on ne les cache pas non plus. On est, comme je dis, on ne prend pas position, mais on ne Fait que cache vous rien. êtes là pour... Vous n'êtes pas là pour dire il y a trop d'arbres qui ont été coupés ici, mais vous pourriez dire les arbres qui ont été coupés ici n'étaient pas supposés être coupés ici. Pas Mais nécessairement si la parce que... réglementation ne le permet pas, Ben, c'est s'il y a ça, une c'est réglementation une par rapport réglementation, mais tu sais, nous, on n'est au pas lieu- l'organisme qui analyse la réglementation. non, Nous, c'est ça. on dit il y a une réglementation, il y a un règlement sur l'aménagement durable des forêts au Québec, il y a une stratégie qui est donnée par le ministère. Ouais. Donc, à partir de là, si les entrepreneurs, si ceux qui récoltent ou qui aménagent la forêt ne le font pas correctement, bien, c'est pas à nous de le dire ou pas. Okay. Il y a tout un processus par le ministère qui est là. D'accord. Donc, démystifions, allons-y, démystifions ce qu'est la foresterie au Québec. C'est quoi les mauvaises conceptions? C'est quoi les idées préconçues qu'on doit tenter de balayer puis d'oublier? Bien, souvent, on a souvent l'image de la coupe totale qui a été, la coupe à blanc qui a été rendue populaire par on sait qui dans l'érable boréale. Non, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui? Non? Richard Desjardins? Non, pas Richard Desjardins. C'est parce que j'ai eu un blanc de mémoire. OK, pardon, je m'excuse. Non, mais c'est ça. Richard Desjardins, avec l'érable boréale, a mis en lumière certaines pratiques forestières qui ont amené une refonte du régime. Donc, on a encore la perception qu'il y a de la coupe à blanc qui se fait au Québec. Il y a de la coupe totale, on ne peut pas le cacher. Il y a de la coupe totale. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que, parce que je parle de la coupe totale parce que c'est ce qui est le plus marquant. C'est quoi la différence entre la coupe à blanc et la coupe totale? Bien, la coupe totale, c'est qu'avant, la coupe à blanc, il y avait beaucoup moins de processus de protection. OK. Maintenant, la coupe totale, la façon qu'elle se fait, il y a vraiment une attention qui est portée pour la régénération qui est déjà au sol. Fait que c'est ça. C'est comme une coupe à blanc, mais un petit peu plus éco-responsable. Ben, éco-responsable, c'est ça. Puis la coupe totale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reproduit des mécanismes, des perturbations qui se feraient naturellement. Comme un feu. Comme un feu, comme une épidémie d'insectes, comme un chablis, comme des coups de vent. Il y en a eu beaucoup dans les Laurentides dans les derniers mois. Parce qu'il y a certains peuplements forestiers, principalement des peuplements résineux, où c'est vraiment des perturbations qui vont arriver. Okay. Donc, même si on faisait une coupe qu'on appelle de jardinage ou une coupe sélective dans un peuplement de résineux, sapins, épinettes, pins, si on allait chercher, par exemple, juste une tige sur 3, bien, il s'agit qu'il y aurait un coup de vent, puis tout le reste tomberait de toute façon. C'est pour ça que la coupe totale existe encore, mais dans certains peuplements qui s'y prêtent. Puis dans les Laurentides, il n'y en a pas beaucoup de coupe totale. C'est principalement de la coupe de jardinage qu'on appelle. Donc, c'est pour ça que je disais le marteleur, chaque arbre est choisi personnellement parce que, bon, il est en dépéritude, il est en train de mourir, fait qu'on va le récolter pendant qu'il y a encore quelque chose à faire avec. Parce que notre arbre, quand il grandit, il va capter du carbone quand il fait de la photosynthèse. Et quand on le récolte et qu'on le transforme en meuble, en maison ou en quoi que ce soit, le carbone qui a été récolté reste emprisonné, il reste séquestré. Tandis que si notre arbre meurt ou qu'il brûle, tout le carbone est relâché. Fait qu'il y a du carbone dans ceci en ce moment? Oui. Oui, le bois est composé de carbone. OK. Puis s'il était mort plutôt qu'avoir été récolté ou abattu et utilisé, là, tout ce gaz-là... Il retourne, il est relâché. Fait que tout le carbone qui est emmagasiné est relâché. Oui, mais les bienfaits de conserver du carbone dans un arbre qui a été abattu, ça peut tout de même pas se comparer aux bienfaits d'un arbre vivant, j'imagine. L'arbre qui le capte et qui... c'est qu'à un moment donné, l'arbre finit par mourir. Puis y a-t-il une quantité maximale de carbone que l'arbre peut capter? Tant qu'il grandit, il en capte. OK, fait
Il n'y a pas une quantité Il maximale. n'y a pas de quantité maximale, mais c'est sûr qu'un plus vieil arbre en capte beaucoup moins qu'un plus jeune parce que sa croissance est pas mal terminée. OK. Donc, pour ça aussi, quand on fait de l'aménagement forestier, qu'on rajeunit nos forêts, ben là, on vient créer des puits de carbone encore plus importants. Ah, vous voyez, j'avais pas, je Ouais. n'avais aucune idée. Puis voilà, mauvaise conception de la chose. Mais c'est Parce ça, que moi, c'est pour j'étais ça, persuadé que la seconde où un arbre était abattu, ben, c'était une mauvaise chose. Ce ne l'est pas nécessairement parce qu'on crée un nouvel arbre qui va en capter encore plus que celui qui était sur le point de peut-être décéder. Effectivement. OK. Puis dans nos constructions, ben, en utilisant le bois, ben, on vient vraiment séquestrer, capter, emprisonner le carbone. Puis ben, c'est pour ça qu'on dit que le bois, c'est un matériau qui est écologique aussi, contrairement à d'autres matériaux de construction comme le béton ou l'acier, parce que le bois, c'est un matériau qui est renouvelable en plus. Parce que souvent, on oublie que la forêt repousse une fois que la récolte a été faite. La forêt repousse. Dans 80% des cas, ça se fait de façon naturelle. On n'a même pas besoin de rien faire, puis la forêt va repousser. S'il faut, ben là, il va y avoir des planteurs qui vont passer. Il va y avoir une préparation du sol qui est faite, puis on va replanter les arbres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le bois, on a tout intérêt à l'utiliser davantage comme matériau de construction, comme matériau de tous les jours, parce que c'est un matériau vert. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, ça pousse tout seul, ça se régénère. Fait qu'il y a plein. Par contre, lorsque trop... Nous avons donc convenu que ça peut être une bonne chose d'abattre des arbres pour en faire des meubles, d'utiliser le bois pour séquestrer le carbone pour de bon. Par contre, puis ça c'est une des premières idées qui vient en tête lorsqu'on parle de coupe d'arbres, c'est destruction d'un environnement qui est un milieu de vie de certains animaux. Et donc ça aussi, est-ce que c'est une mauvaise conception de la chose? C'est une idée un peu mal une idée préconçue parce que je dis pas que ça n'a pas d'impact du tout, mais dans plusieurs cas, ça devient un garde-manger. Une fois qu'il y a une récolte qui est faite de façon responsable, parce qu'il y a des branches, il y a de la branche qui reste en forêt. Donc, puis là, ça crée aussi, quand on fait une trouée en forêt, toute la régénération. C'est quoi une trouée? Quand on coupe un arbre, ça fait un trou de lumière. Il y a de la lumière qui rentre plus, qui se rend au sol. Donc, ça permet à tout ce qui est au sol, toutes les semences qui sont déjà au sol, de pouvoir grandir. Donc là, ça devient des jeunes pousses. Ça fait du sens. Super intéressant pour la petite faune. Puis les résidus qui restent en forêt, la branche, tout ça, ben ça devient des petits abris fauniques aussi. Fait que nos petits écureuils, nos petits lièvres, nos petites martres vont aller se cacher. Ça devient un refuge pour eux. C'est très vrai. C'est très vrai. Ben, vous le dites, ça semble si évident, mais je n'y aurais jamais pensé. Puis ça arrive souvent, on entend des fois des travailleurs forestiers en abattage qui... C'est rendu que des fois, les cervidés, les chevreuils, les orgnaux, ils entendent le bruit du moteur, puis ils s'en viennent, parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la nourriture aussi au sol, parce qu'après la tête, il y a les bourgeons, puis ça reste... Des fois, ça devient la nourriture qui est inaccessible parce qu'elle est trop haute. Une fois que l'arbre est coupé, on récolte le tronc, on part avec le tronc, mais il y a une partie qui, la tête reste au sol, fait que au bout des branches, il y a tous les petits bourgeons. Fait que les chevreuils le savent assez vite, puis ils ont associé avec garde-manger. Puis donc, toutes ces informations super intéressantes, super pertinentes, là, vous vous promenez dans les écoles pour tenter de livrer cette information? Vous donnez des conférences? Oui, entre autres, dans le fond, quand on fait de l'éducation forestière, on fait différentes activités. On touche vraiment tous les publics à travers toutes les Laurentines. Fait que oui, on fait des activités, des ateliers en classe, autant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Là, on traite vraiment, là, on peut traiter de tout ou presque. On a une programmation, mais quand même, on est assez créatif, on peut s'ajuster à la demande des enseignants. Fait que des ateliers en classe, on fait des sorties aussi dans les différents parcs, des sorties d'identification, des sorties aussi des visites. Justement, on en a une qui s'en vient au mois de décembre on va visiter le magnifique bâtiment en bois, propriété acoustique incroyable qui est la Maison Symphonique. Donc, des sorties... Est-ce que je m'excuse de vous interrompre encore, mais est-ce que le bois est un matériau reconnu pour ses propriétés acoustiques? Oui. Pour vrai? Parce que moi, on avait l'artiste Fred Dionne il y a une couple de semaines à l'émission, et il mentionnait
les amphithéâtres naturels. Il parlait de Red Rocks au Colorado, comment c'est la pierre, c'est les montagnes, puis ça, les propriétés acoustiques de cet arrangement de pierre et de montagne étaient incroyables. Mais là, vous êtes en train de dire qu'il y a également le bois. Vraiment. C'est-tu parce que c'est plus rebondissant pour le son? Ben, ça Pardon, dépend. c'est-tu un concept, ça? C'est que son qui sur rebondit? les matériaux plus rigides, comme justement le roc, le béton, il va y avoir de l'écho qui peut se faire. OK. Tandis que le bois a une certaine capacité d'absorption. Si on prend juste les instruments de musique, violon, guitare, piano sont tous en bois parce que le bois a une certaine capacité de résonance qui est différente, de faire voyager les ondes. Fait que l'écho, c'est une mauvaise chose dans la musique? Ça dépend. OK. Un concert rock avec de l'écho, ça peut devenir assez cacophonique. Ça peut aussi encore plus nous mettre dedans. C'est ça dépend du type de musique. Mais surtout en musique classique, on ne veut pas qu'il y ait trop d'écho. OK. Donc, tous les instruments sont en bois. Fait que oui, puis chaque essence de bois a des propriétés acoustiques qui sont différentes. J'imagine que ça Le rapport avec la grain, densité. la dureté, tout Ouais, ça. Fait OK. qu'on a un atelier qu'on vient de finaliser justement sur les propriétés acoustiques du bois. On a travaillé avec un luthier qui nous a fait des marimbas expérimentaux juste pour ça. Puis, fait qu'on est assez créatifs. Mais oui, le bois a des propriétés acoustiques assez incroyables. Donc, ce type de sortie-là pour Le type de des petits sortie. faits inusités comme ça, qu'on Oui. va découvrir ça à l'Orchestre symphonique de Montréal. Entre autres, oui, c'est OK. ça. Entre autres. Sinon, c'est sûr que, on crée plein d'outils ludiques, des outils de communication. Fait qu'on a une page Facebook, on a une infolette, on a un site web. On est assez actif et on est un organisme qui fait beaucoup de communication. Donc, entre autres, on fait des chroniques télé, des chroniques radio. On a fait une série télé aussi l'an dernier. Fait que c'est tous des outils dont on sert pour faire notre éducation forestière, développer notre fierté par rapport à la forêt, par rapport au bois. Puis tout ça, c'est super intéressant, c'est super pertinent, puis ça change notre façon de voir les choses. Mais d'habitude, les organismes naissent d'un besoin. Et lorsque vous êtes né, le besoin de créer Table Forêt Laurentide, quel était-il? C'est quoi les conséquences d'une population qui a une mauvaise conception de la foresterie? Mais c'est que ça devient difficile pour des travailleurs. Tu sais, quand on dit que des travailleurs ont honte de dire dans quoi ils travaillent parce qu'ils ne veulent pas se faire pointer du doigt. OK. C'est un peu tout ça. Puis, puis souvent, c'est juste parce qu'il y a une méconnaissance, justement, de tous ces concepts-là. Fait que nous, en travaillant à revaloriser un peu tout ça, puis en se réappropriant ce patrimoine forestier-là qui s'est perdu avec le temps, c'est un peu de là que tout est parti. Puis on sait que dans les Laurentides, en plus, on a une proximité particulière avec la forêt. On ne peut pas se comparer avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi ou les grandes étendues puis l'industrie Les forestière. plaines, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, où il n'y en a pas de ça. Là. C'est ça. Fait que, mais nous, l'utilisation de la forêt dans les Laurentides, elle est particulière parce qu'on vit vraiment dedans, puis on a beaucoup de villégiateurs. Ouais. Donc, on a cette espèce de pas de conflit, mais pas de non-sens non plus, c'est qu'on veut avoir du bois dans nos maisons, mais on veut pas savoir d'où il vient. C'est pas au point où c'est rendu un conflit, mais c'est deux concepts qui s'accrochent, qui ne s'agencent pas, c'est ça. C'est ça, donc on veut avoir du bois, mais on veut pas qu'il soit récolté. Ouais. Mais c'est parce qu'on comprend pas comment ça se fait. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça, on comprend pas comment ça se fait. Ça se fait de façon responsable. Au Québec, on est un leader mondial en termes d'aménagement. Est-ce qu'on l'a toujours été? Est-ce qu'on a toujours été? Après le monsieur que vous avez mentionné? Là, je pourrais pas dire. Okay. Tant qu'à dire n'importe quoi, j'aime autant rien dire. Je pourrais pas dire si on a toujours été un leader, mais je sais qu'actuellement, on est vraiment dans les tops là, au niveau mondial en termes d'aménagement forestier. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Oui. On peut toujours s'améliorer. Puis c'est ce qui arrive aussi avec l'aménagement forestier. Tu sais, un jardin, ça va bien. On sait tout de suite l'année d'après qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est ça. OK. Mais là, dans la forêt, ça va être dans 20 ans, dans 30 ans qu'on va savoir. Fait que le progrès doit se faire extrêmement lentement. Le progrès se fait lentement, puis c'est pour ça qu'il faut quand même être compréhensif. Il s'en fait des erreurs encore, puis il va encore s'en faire. Mais il faut être compréhensif, puis il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait. À part l'Orchestre symphonique, la visite de l'Orchestre symphonique, l'édifice en bois magnifique, les autres événements qui s'en viennent, qui pourraient être utiles pour nos auditeurs, pour que la foresterie leur soit démystifiée? Là, faudrait que je vérifie, mais le meilleur moyen, c'est de nous suivre sur nos Facebook ou notre site Internet, parce que des fois, c'est une idée qui part comme ça. Fait que là, la grosse sortie qui s'en vient, c'est la Maison symphonique. Pendant que cet hiver, on va regarder pour faire un atelier rando-photo
Donc, atelier photo avec randonnée d'identification, fait qu'avec un photographe professionnel qui donne des petits trucs. Puis sinon, c'est sûr que là, on est en période où est-ce qu'on est beaucoup dans les écoles. Il y a encore de la place. Il y a des écoles qui veulent nous recevoir. Ils sont les bienvenus. Là. On va les prendre. Là. Puis, fait qu'on est, on est pas mal. Donc, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations-là? La page Facebook, le site web? Page Facebook, Table et Forêt. Tableetforêt.ca, c'est notre site web. Fait qu'on est assez à jour, on est assez actif. Excellent. Puis, on va être super content de vous informer. Merci énormément d'avoir été des nôtres. C'était super intéressant, puis j'imagine que vous pouvez revenir, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il y en a encore d'autres dont on pourrait traiter. Il y a plein de choses qu'on peut dire. On est les spécialistes de l'éducation forestière dans les Laurentides, puis on est un OBNL, fait qu'on on prend pas parti pour personne. Parfait. C'est la beauté de la chose. Merci, Laurent, c'est super gentil. Ça fait plaisir. La municipalité de Mont-Blanc offrira des activités culturelles gratuites pour tous les 10, 11, 12, 18 et 19 novembre. Le jeudi 10 novembre à 19h au chalet de la mairie aura lieu la conférence intitulée « Si mon enfance m'était comptée, les jouets au Québec de 1939 à 1969 ». Elle sera animée par Jean Bouchard, collectionneur et auteur, qui mettra en scène une 60aine de jouets de cette époque provenant de sa collection. Il invitera les participants à raconter les souvenirs que susciteront ces jouets et fera le lien avec ceux d'aujourd'hui. La conférence est présentée par la Société d'histoire de la Repousse et les places sont limitées. Pour plus d'informations, appelez au 819-688-2811. Le vendredi 11 novembre à 20h, à la salle Bellevue, il y aura le spectacle folklorique intitulé « Veuillez réveiller vos veillées ». Les Pères Pétu, duo composé d'Éric Bégin et Éloi Hamès, présentent une relecture rafraîchissante des grands classiques de la chanson et du folklore d'ici, du temps de la Nouvelle-France à aujourd'hui. Leur mixture inédite de chansons québécoises et de musique traditionnelle saura vous enivrer et vous donner une envie incontrôlable de danser. Il y aura une cantine au profit du local des ados sur place avec breuvage et friandises. Le samedi 12 novembre à 10h à la Bibliothèque du Lac, il y aura l'activité pour enfants intitulée « Mais qui est microbe ?» Il s'agit d'une présentation animée par Lucie Lauzon, résidente de Mont-Blanc et co-auteure de cet ouvrage multi-artistique s'adressant aux enfants âgés de 4 à 8 ans. Il y aura une remise de signets pour chaque enfant et un tirage de casse-tête. Les personnes intéressées peuvent consulter le site web quiestmicrobe.com. L'inscription est obligatoire et doit se faire en appelant au 819-688-5434. Le vendredi 18 novembre, à la salle Bellevue, il y aura des ateliers créatifs pour les jeunes. L'inscription est obligatoire en écrivant à info@montblanc.québec. De 18h à 19h30 aura lieu le Monde des briques Lego. S'adressant aux 6 à 13 ans, cet atelier propose une foule de suggestions pour construire différents modèles inspirés des univers Minecraft, le tout à partir de briques Lego. En plus de s'amuser, les défis proposés permettront aux enfants d'apprendre des principes de construction de base, des notions d'architecture, de gagner en dextérité et de nourrir leur imagination. De 19h45 à 21h aura lieu une activité de dessin de personnages de bande dessinée style manga. S'adressant aux 8 à 15 ans, cet atelier permet de découvrir les bases nécessaires pour devenir un dessinateur de manga. Les participants apprendront la mise en page et la composition d'une histoire captivante d'après les conventions de la BD japonaise populaire, à dessiner des personnages dynamiques et à créer son propre manga. Le samedi 19 novembre, de 10h à 16h au chalet de la mairie, à la Maison des Arts et la salle La Doyenne, il y aura une expo-vente. 4 lieux seront à visiter et 4 organismes seront à découvrir au chalet de la mairie. Les visiteurs pourront découvrir l'Association des artistes sculpteurs des Laurentides avec leur impressionnante œuvre en bois. À la salle La Doyenne, les visiteurs pourront en apprendre sur le cercle de fermières avec une grande variété de confections faites à la main avec différents textiles et leurs populaires tartes.
À la Maison des Arts, les visiteurs pourront découvrir l'expo-vente Art en fête, proposée par des sculpteurs, des graveurs, des photographes, des peintres et des artistes de toutes sortes. Visitez aussi la boutique des artisans. Au deuxième étage de la Maison des Arts, les visiteurs pourront découvrir la Société d'histoire de la repousse qui vous invite à l'exposition de photos intitulée « Scènes de la vie quotidienne de 1881 à 2021 ». Il y aura des tirages de prix de participation à la suite de la visite des 4 lieux. Une carriole de chevaux se déroulera de 11h à 15h avec un départ du chalet de la mairie. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je remercie Mesdames Mylène Gagnon et Karine Lachance d'avoir été des nôtres et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.